Bienvenue pour cette deuxième table ronde ici au foyer F pour cette deuxième édition de Demain le sport en compagnie de Maxime Grousset et Thomas Coville. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Thomas Coville, navigateur de votre état. Maxime Grousset, champion du monde du 100 mètres papillon. Nous allons nous poser la question du mental, un mental de champion. Nous allons, durant cette demi-heure, essayer de répondre à cette question. Est-ce que la préparation mentale est nécessaire pour atteindre les plus hautes performances, que cela soit en natation ou pour boucler un tour du monde? Le plus rapide pour vous, Thomas, c'était en 2016, record amélioré depuis par François Gabard, 49 jours, un petit peu plus de 49 jours pour boucler ce tour du monde sur votre maxi trimaran. Vous venez de remporter, Maxime, de votre côté, une médaille d'or, champion du monde du 100 mètres sur une distance qui n'était pas forcément attendue. J'ai envie de vous poser, déjà, on va poser le débat. Vous n'avez pas de préparateur mental, Maxime. De votre côté, Thomas, vous avez un prépa mental. Donc, on va vous demander pourquoi est-ce que vous avez fait le choix, l'un et l'autre, de travailler sans préparation mentale. Quand on dit préparation mentale, vous entendez quoi, Maxime ? Je pense que c'est des mises en place de routines ou des exercices de visualisation. Oula, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Pas de souci. En fait, j'ai eu affaire à un préparateur mental, mais bien avant. C'est quand je suis arrivé, j'avais 17 ans. Vous venez de Nouvelle-Calédonie, vous êtes arrivé à Amiens. 17 ans à Amiens. Et à ce moment-là, j'en avais besoin parce que je tenais pas les entraînements et c'était difficile de me dire que je pouvais les tenir. Voilà. En fait, c'était impossible de les tenir pour moi physiquement et mentalement. Donc, en fait, il fallait au moins qu'il y ait une des deux qui tienne. Donc, en fait, pendant un an ou un an et demi, j'ai fait de la préparation mentale et après, j'ai arrêté. Donc actuellement, vous avez abandonné et tout fonctionne pour le mieux. Oui. Preuve en est cette médaille d'or des Fukuoka. Mais en fait, je pense que c'est vraiment... C'est parce que j'ai un entourage qui est vraiment bien. Je suis très bien accompagné, donc c'est pour ça que je ne ressens pas le besoin, en fait. Thomas Coville, vous avez fait un chemin non pas inverse, mais vous n'aviez pas, au début de votre carrière, de prépa mentale. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer et basculer dans cette approche psychologique différente de la performance? Bonjour. En fait, la prépa mentale, pour moi, au départ, c'était notamment quand on est autour du monde en solitaire sur des engins engagés comme le trimaran, là, on voit les images. En fait, j'avais peur du gourou. J'avais peur de la dépendance et finalement, j'avais j'arrivais pas à passer le pas de me dire que sur un sujet aussi important qu'était le fait d'être mentalement entraîné, parce que la prépa mentale, c'est un entraînement, puis prêt, parce qu'il faut être prêt le jour J, et après... c'était de pouvoir traverser des moments critiques, parce qu'en fait, les victoires ne se gagnent jamais quand tout est facile. Finalement, les bateaux vont quasiment tous à la même vitesse quand c'est facile. C'est dans les moments de crise ou dans les moments difficiles qu'effectivement, les compétitions se gagnent ou se perdent. Et ces moments charnières, elles font basculer d'un côté ou de l'autre, et ça s'appréhende, et effectivement, ça s'anticipe. Et il m'a fallu sans doute beaucoup d'échecs. Il m'a fallu aussi que je réalise que c'est souvent quand le schéma mental de l'affectif s'effondre que la prépa mentale commence. C'est-à-dire que jusqu'à un moment où l'environnement, qui est souvent familial, et puis qui peut être après avec un entraîneur, où il y a beaucoup de notions d'affective et de relations affectives. J'ai eu, par exemple, cette chance de travailler avec Laurent Bourgnon, où on avait vraiment un fonctionnement à l'affectif. Et ce fonctionnement à l'affectif, il a un plafond de verre. Et il donne de très bons résultats, parce que vous touchez sur une corde sensible qui est fabuleuse.
et qui génère des émotions et des sensations et qui crée un mouvement. Parce qu'un athlète, c'est ça. C'est un trépied comme cette table. C'est une émotion, et on recherche l'émotion de la victoire, qui crée une sensation dans notre corps, parce que nous, on vibre avec notre corps, et qui va vous faire un mouvement. Et ce triptyque, il se compose, et il y a des jours où, à un moment critique, comment vous allez faire pour ne pas vous laisser absorber par le fait que vos émotions vont vous empêcher d'atteindre effectivement cette bonne sensation ou ce bon mouvement. Et pour moi, la prépa mentale, elle a démarré là, et elle a démarré dans un moment tragique où, au départ de la route du Rhum, je suis en tête, et je percute un cargo de nuit avec mon trimaran. Et vous imaginez, c'est l'immeuble qui est en face, là, qui vous arrive dessus de nuit, et vous perdez tout, ou vous passez pas loin d'y passer. Donc là, on ne parle pas de prépa mentale, c'est mort ou vivant. Et vous rentrez avec votre trimaran cassé. Vous avez une équipe qui a travaillé pendant 3 ans dessus. Donc il y a d'un seul coup tout qui se mélange. Vous êtes passé à côté de la mort. Vous avez la culpabilité d'avoir tout cassé. Et vous ne savez pas si vous allez être capable de rebondir. Et là est rentré, c'est un témoignage que je vous livre, la personne qui nous suit depuis maintenant 23 ans avec Sodebo, Patricia Brochard, une des 3 sœurs. Parce que, en fait, moi, j'ai cette chance, c'est que depuis 23 ans, je suis accompagné par 3 femmes, 3 sœurs, qui sont à la direction de Sodebo, et qui ont cette sensibilité d'avoir reçu une entreprise, et donc la pression de ça. Et elle me dit, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Là, vous avez perdu tout, et vous êtes en train de perdre votre sponsor. Elle me dit, il y a une seule chose qui pourrait nous faire changer, c'est que tu acceptes de te faire aider pour sortir effectivement de cette spirale où on peut atteindre un autre niveau, et ça grâce à la préparation mentale. Et j'ai rencontré Lynn Burney, qui était une néo-zélandaise. C'est votre première prépa mentale. Lise Burney, vous avez depuis changé, on va en parler tout à l'heure. Je regardais en préparant cet entretien la définition de prépa mentale que j'ai trouvée sur le centre ressources en optimisation de la performance, le CROPS. Préparation à la compétition par un apprentissage d'habileté mentale et d'habileté cognitive, dont le but principal est d'optimiser la performance personnelle de l'athlète tout en promouvant le plaisir de la pratique et en favorisant l'atteinte de l'autonomie. L'objectif, donc, optimiser la performance. Vous parliez, Thomas, d'émotion. Maxime, vous n'avez plus de prépa mentale à 10 mois des Jeux de Paris, et c'est un succès. Comment est-ce que vous gérez les émotions? Comment est-ce que vous vous en servez pour performer? Vous avez terminé 4e de la finale des Jeux de Tokyo. Vous êtes en constante progression. Qu'est-ce qui vous guide? Je pense que ce qui me guide, c'est la détermination. En fait, c'est comme s'il y avait une ligne vers mon objectif, et j'essaye de jamais dévier. Après, il arrive toutes sortes de choses, une blessure, la maladie, des choses qui ne se passent pas comme prévu, une mauvaise touche. Voilà, je fais 3e au monde sur le 50 papillons, j'étais sûr de gagner. J'étais dégoûté. Mais après, juste derrière, il y avait le 100 mètres nage libre, où j'ai eu un peu de mal aussi à rebondir, il y a eu des doutes. Et c'est vrai que j'avais pas de préparateur mental, même à ce moment-là. Mais je sais pas, pas naturellement. Justement, je suis très bien entouré. On me disait que il fallait que tu aies confiance en ce que tu savais faire, etc. Tout mettre en place comme d'habitude. Et en série, en demi-finale du 100 mètres nage libre, c'était encore compliqué. Et après, en finale, j'ai réussi à faire la différence. Mais voilà, il y a forcément des moments où c'est plus difficile. Alors quand c'est plus difficile, justement, qu'est-ce que vous vous dites? Quel est le ressort? Vous pensez à l'émotion que vous avez ressentie lorsque vous avez gagné auparavant? Comment est-ce que vous gérez ça? Non, en fait, c'est plus de pas de la logique, mais du laisser aller, en fait. C'est ce que je me dis, c'est
laisser aller. En fait, les seuls moments où j'ai du mal à tout mettre en place, c'est les moments où je veux trop contrôler de choses et ça se fait pas. Donc en fait, les moments où ça se passe pour le mieux, bah, c'est que je me laisse aller et que tout va bien. C'est-à-dire là pour le 100 mètres, sur la finale par exemple, où je fais 3e, alors que je suis dernier de cette finale, bah, je me suis juste dit, il n'y a plus rien à perdre, je suis en finale, je suis dernier, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Bah, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est tout mettre en place de A à Z parfaitement. Donc c'est ce qui s'est passé. Après, il m'en manque un peu à la fin, mais là, à ce moment-là, j'avais rien à regretter. Et sur la finale du 100 mètres papillon au dernier championnat du monde, que vous n'auriez pas dû nager d'ailleurs, semble-t-il. Ouais, si, ça s'est mis en place dans l'année quand même. J'avais des petits objectifs qui se mettaient en place, mais parce que c'est une discipline qui est nouvelle pour moi. Et je prends beaucoup de plaisir. Et aussi, c'est ça, le sport. Donc, c'est le plaisir. Et donc, quand tu prends du plaisir, c'est ce qu'il disait, c'est des émotions qui font vibrer. Et quand ça fait vibrer, ça fait performer. Thomas Coville, dans votre préparation mentale, il y a cet aspect psy. Il y a également les conseils que vous prenez avec un pilote de chasse. Est-ce que ça fait partie de la prépa mentale? C'est entre autres Goose, puisque c'est son surnom, et il m'a emmené dans un truc fou. Je suis allé faire un combat aérien contre des rafales en Alpha Jet, et j'étais le copilote de Rien que ça. Et on a fait effectivement 2h30 de vol au-dessus du Massif central, et où en fait je les avais provoqués dans une rencontre qu'on avait eue dans le cadre des Étoiles du Sport, où ils étaient venus nous présenter justement tout ce qui était routine. Donc vous imaginez tout ce qui est cadre de l'armée de l'air, tout ce qui est derrière le Rafale. Donc c'est extrêmement technologique comme nous. Donc nous, c'est un sport mécanique. Eux, l'avion, c'est ultra technologique et ultra technique. Et en fait, je leur avais dit, mais en fait, pour moi, vous êtes hyper prédictifs. Et ça les avait troublés, puis ça les avait désarçonnés, parce qu'effectivement, ils étaient que dans la procédure. Ils étaient que dans le fait que si je fais ça, et il fait ça, si machin. Je dis, mais un combat aérien demain contre un ennemi potentiel, ce sera tout sauf une procédure. Ce sera quelque chose qui sera comme moi. Et là, que vous ont-ils dit? Ils vous ont dit, et là, ils nous ont dit, est-ce que tu accepterais de venir donc à la base aérienne pour travailler ça et faire un travail avant donc un combat aérien, et en acceptant de travailler comme moi j'allais envisager de préparer un combat aérien avec eux. Et donc on a fait ça. Donc oui, quelque part pour moi la prépa mentale, c'est avant tout la curiosité, c'est avant tout l'ouverture aux autres, mais c'est vrai que c'est des conversations, que ce soit avec Goose là, mais que ce soit aussi avec d'autres athlètes aux étoiles, que ce soit Marie-Jo, que ce soit Tony avant, maintenant il est un peu plus pris, mais c'est et souvent on relate ou on travaille sur Qu'est-il ressorti de cet échange avec ce pilote de chasse? C'est quoi? On acquiert des réflexes? Vous avez parlé de routine. Ouais, au départ, en fait, comme c'est effectivement des gens qui sont subis à des contraintes très très fortes dans l'avion, hein, plus de 6G, on a pris plus de 6G dans la mission. Au départ, on a fait comme nous une prépa qui partait de connecter son corps avant la mission à quelque chose qui allait arriver et dont il allait être prêt. Donc, chose qu'il faisait très rarement. Après, effectivement, une fois le briefing était terminé, on a essayé effectivement de faire de la visualisation, mais surtout que d'envoyer finalement avant la mission au cerveau qu'est-ce qui potentiellement allait pouvoir le surprendre et à laquelle il fallait finalement répondre que ça c'était envisageable ou envisagé pour ne pas laisser l'émotion nous submerger et qu'effectivement la sensation ne soit pas bonne et qu'au bout du compte, dans le mouvement du manche, on fasse le mauvais geste. On a tous ces images des aviateurs de la patrouille de France qui récitent effectivement, qui font les gestes avant un meeting aérien. On a parlé de cette routine très précise, Maxime. Est-ce que mentalement, avant une finale de championnat du monde, dans votre tête, vous répétez
les mouvements des bras. Est-ce que vous êtes en mesure de répéter mentalement ce que vous allez faire? Quelle est votre routine? Est-ce que la routine est importante? Ouais, c'est ce que je fais. Je répète ma course. Alors, je le fais pas forcément juste avant. Je le fais plutôt la veille au soir. Et ça me permet de rêver, de voir de belles choses aussi. Mais en fait, ouais, souvent, je le fais la veille au soir. Et pendant mon échauffement, j'essaie de voir comment moi je me ressens dans mon corps, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour ce jour-là, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes armes tous les jours. Et il faut faire avec son 100% du jour. Donc on est peut-être à 60%, mais on va faire 100% de 60%. Vous avez suivi ou pas? Oui, j'ai bien suivi. Enfin, j'essaie d'imaginer. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre d'appel? Mais dans la chambre d'appel, moi j'écoute ma musique, j'essaie de me relâcher, je m'étire, je m'échauffe un peu, mais j'essaye pas trop de réfléchir, parce que les fois où j'ai le plus réfléchi à ce que j'allais mettre en place sur un départ, sur tout ce genre de choses, je me suis concentré sur ce point et finalement je l'ai moins bien fait, parce qu'en fait c'était plus de la logique, c'était ok, est-ce que je le fais bien, et puis il y a des temps d'arrêt, et quand on est à 100%, comment on fait pour canaliser l'énergie, pour ne pas avoir de trop plein, parce qu'on peut être le plus fort et peut-être trop fort? C'est possible? Oui, c'est possible. Alors surtout en natation, où en fait on peut passer complètement à travers si on est très en forme. C'est ce qu'a fait à un moment donné Florent Manodou, qui était très fort et qui n'a pas su au bon moment calmer un peu son énergie. C'est encore pire sur le 50 nage libre. Mais je sais pas, moi je le fais au feeling, on va dire. Quand vous entendez le témoignage de Thomas Coville, est-ce que vous ressortez quelque chose? Est-ce que vous trouvez des similitudes? Alors bien sûr, vous n'êtes pas sur un bateau de 30 mètres avec un mât de 36 mètres désormais, Thomas, où il y a une question de vie et de mort quand on fait le tour du monde. Mais on est dans la recherche de la perfection. Ouais, c'est complètement différent, dans le sens où moi, j'ai pas de matériel. C'est moi qui me propulse et qui avance tout seul dans l'eau. Donc, c'est pas technologique dans ce sens-là. Mais je pense que c'est la même. Je pense qu'on fait des mêmes routines mentales, dans le sens où on fait ce mouvement-là, et puis en fait, quand ça arrive, mentalement, on refait les schémas et on refait des mouvements. Et quand ça arrive, par exemple, à un retournement en papillon, je le fais à une vitesse comme ça, et j'y ai pas réfléchi à ce moment-là. Donc en fait, c'est là où on parle de réflexes, comme pour les pilotes de chasse en fait. Voilà, en fait, c'est des réflexes. Même, tout peut arriver. Sur la finale du 100 papillons, j'arrive avec un bras presque de retard, dans le sens où je glisse. Donc quand on glisse un peu trop, pour que tout le monde me comprenne, c'est que quand on glisse un peu trop, on perd du temps, parce que tant qu'on ne tracte pas, on n'avance plus en soi, on décélère. Et donc du coup, je décélère vers le mur, ce qui me fait perdre du temps. Et il faut savoir se dire, là, faut que je me retourne très très vite pour, à ce moment-là, perdre le moins possible de temps. Donc là, j'ai pas réfléchi, juste j'étais trop loin. Et après, je me suis retourné très très vite, ce qui a permis de repartir avec tout le monde et repartir avec de la vitesse. Donc je pense, se préparer à toutes les éventualités, c'est bien. Mais l'instinct, c'est presque mieux des fois. En tout cas, on ne change rien quand on gagne. Cette année, ça va être plutôt refaire la même chose et le faire en mieux, et éviter de trop changer de choses. Ouais. Thomas, on poursuit sur ce thème de la préparation mentale. Il y a votre prépa, mais il y a aussi la prépa de votre équipe. Oui, alors moi je suis très entouré, parce que c'est une équipe d'ingénieurs et de techniciens qui préparent un bateau comme celui-là, et ça demande beaucoup de collaboratifs. C'est un projet en plus où on avait osé avec ces trois sœurs faire un bateau en mode collaboratif, c'est-à-dire sans avoir un architecte associé, pour avoir cette notion justement de travail collectif, et ce travail où en fait, c'était venu
et c'est pour ça qu'il faut être très curieux, c'était venu d'une rencontre que j'avais vue avec un quatuor de musique. Alors vous allez me dire, lui, il va chercher les choses loin. Entre pilote de chasse, quatuor de musique. Et là, un quatuor de musique, j'avais compris en écoutant ces gens-là, j'avais eu l'émotion sensorielle de comprendre que un quatuor de musique, finalement, sans chef d'orchestre, la magie, c'était que chacun prenait le leadership à un moment précis, au moment où il était attendu dans la partition. Et ça demande à ce que le cadre soit très, très, très bien défini. Ce n'est pas parce que vous faites du collaboratif que c'est la liberté, tout le monde fait ce qu'il veut. Au contraire, c'est très, très encadré, mais chacun prend le lead au bon moment et à un moment où et tous les autres se mettent à leur service. Et c'est ce qu'on a travaillé et mis en place avec notre équipe technique là, et d'ingénieurs, ce qui mentalement aussi est très compliqué. Quand vous avez un ingénieur qui a été formaté à notre bon vieux système français du concours, de la sélection, et que d'un seul coup vous lui dites tu vas travailler en équipe et tu vas laisser parler un tel parce que c'est là qu'il est le bon, tu vas travailler à ce moment-là, mais ça va durer un quart d'heure pour toi, et puis lui il va prendre le lead. Tout ça, c'est aussi de la prépa mentale dans une équipe qui nous a permis de faire un bateau hors norme avec effectivement une architecture un peu différente. Mais je pense que la prépa mentale, c'est avant tout l'ouverture à l'autre. C'est à la fois d'être dans la sensation, dans l'émotion, dans le mouvement, ce que je disais. J'essaie de garder ce trip-là parce que c'est très simple à comprendre. Et à la fois de rester finalement en veille de tout ce qui arrive et d'en faire quelque chose. Et de ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être le petit supplément d'âme qui fait qu'à ce moment-là, vous gagnez. Et ça, Lynn Burney, qui elle était... Qui a été la première à vous aider ? Ouais, la première qui m'a aidé et qui était effectivement sur ce qu'est... C'est une méthode de la constellation. Alors peut-être qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu ça. C'est un modèle de réflexion qui permet de relier les choses les unes aux autres et surtout d'une émotion à un lieu, à quelque chose qui va être très très éloigné dans votre cerveau et qui est souvent inconscient, et d'un seul coup vous en prenez conscience et ça vous aide à savoir quand il y a un moment de crise, parce que moi je crois à la prépa mentale. Je suis d'accord, quand tout va bien finalement, est-ce qu'on a besoin de tout chambouler ? C'est pas forcément. Pas nécessairement. Par contre, les grands moments sportifs, les grandes victoires, là-dessus, on travaille avec Fabien Galtier, là, avec le 15 ans en ce moment. Les grands matchs se gagnent dans des moments critiques et on voit bien le moment charnière où ça bascule. Une équipe va basculer d'un bon côté ou pas, ou un athlète. Et ça, par contre, ça se prépare pour être à ce moment-là au rendez-vous. Et je crois à cet entraînement du cerveau qui répond effectivement à donner finalement à l'impulsion du corps. Je suis d'accord avec toi, ça peut être instinctif, mais il faut avoir travaillé le corps à répondre à cet instinct. Qu'il soit effectivement capable de s'extraire d'une forme de culturel. On est quand même très formaté culturellement pour ne pas arriver tout de suite au très haut niveau. Combien de personnes vous entourent, Maxime, pour faire que ça fonctionne bien ? Je pourrais pas. Oui, c'est bon, ça marche. Oui. Je sais pas combien de personnes, mais il y en a des très importantes. Entraîneur, médecin. J'ai entraîneur, kinésithérapeute, médecin, coach. Faites du yoga, me semble-t-il. Sophie qui m'accompagne, mon agent, ma copine qui est complètement derrière moi à chaque fois. Et je me suis mis au yoga il y a 1 an et demi maintenant. Est-ce que le yoga, c'est pas une forme de préparation mentale ? Si. En fait, quand je dis que j'ai pas de préparateur mental, c'est que j'en ai pas. Je vais pas voir quelqu'un pour ça, mais je pense que j'en fais quasiment tous les jours. Inconsciemment, en respirant. Inconsciemment, et aussi déjà cet après-midi quand je vais aller à mon cours de yoga. Donc tout simplement. Ouais, voilà. Donc avec elle, on discute beaucoup de ce qui va pas, de ce qui va aussi. De ce qu'on voudrait améliorer, comment le faire, et voilà. En fait, c'est une approche complètement différente de la natation et de la pratique pure. Donc c'est plus quelque chose qui me recentre sur moi-même, sur mes émotions, ou sur des frustrations ou plein de choses que j'arrive à comprendre et à englober de quelque chose, et qu'en fait
Je pense que c'est difficile à comprendre parce que là, je parle dans n'importe quoi, mais voilà. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Non, ça va, c'est compréhensible. Il n'y a aucun problème. Enfin, je pense que le public ici présent peut suivre ce que donc tu es en train de dire. ça me permet de... En fait, c'est un plus. C'est quelque chose qui éveille ma curiosité. C'est des choses que je ressens aussi. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de problèmes d'épaule. Je continue à faire de la kiné, etc. Mais ça m'a aussi permis de me recentrer sur ma posture, etc., de comprendre comment je suis, de mes émotions, etc. Pour que, en fait, l'année dernière, j'ai pas eu du tout de problème d'épaule. C'est un tout. Voilà, c'est un tout. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne en synergie et je conseille si vous avez des problèmes ou même si ça va. Ça permet de recentrer vraiment et le yoga, c'est vraiment sympa. Ouais. Thomas, vous avez fait une autre expérience avec Alice Modolo, qui est apnéiste. Là aussi, la respiration, ce n'est pas du yoga, mais c'est apprendre à respirer, ça prend tout son sens dans la performance. Oui, alors c'est vrai que cette rencontre avec Alice, je ne sais pas si c'est la première femme, mais une des premières femmes, il faudrait contrôler, à descendre à 100 mètres en apnée. Alors qu'elle avait modestement, elle disait, en plus je ne sais pas palmer. Ça m'avait fait hurler de rire. Quand on ne sait pas palmer, on ne descend pas à 100 mètres. Et elle m'a effectivement vraiment éveillé à la respiration ventrale, cohérence cardiaque, et à ces techniques qui effectivement permettent de se recentrer, et notamment dans ces moments dont je parle, quand vous êtes au milieu de l'océan, dans l'océan Indien, et que ça tabasse fort, et qu'il y a une décision difficile à prendre, ou qu'il faut repousser un petit peu, que le bateau, il faut qu'il reste un peu rapide dans des moments impressionnants. Toutes ces formes-là aident à un moment donné à contrôler ses émotions, à avoir la bonne sensation, encore une fois, à faire le bon mouvement. Et Alice m'avait expliqué comment elle arrivait, en descendant à 100 mètres, à juste laisser une espèce de tout petit filet qu'elle entendait à l'intérieur d'elle résonner, qui lui permettait de descendre et de contrôler ce que sa glotte s'ouvre ou pas. Et tout ça se faisait mentalement. J'en suis pas du tout là. Mais tel qu'elle vous le dit, avec son regard qui vous transperce, vous avez envie d'y croire. Et quand vous y goûtez, pour le coup, il n'y a pas une journée où je ne fais pas la respiration ventrale. Il n'y a pas un moment dans la journée où je ne me suis pas mis en cohérence cardiaque. Il n'y a pas un moment où je n'ai pas travaillé un assouplissement ou effectivement un travail qui me recentre aussi. Mais très honnêtement, sans avoir mis une personne associée à la prépa mentale, la manière dont on parle, tu l'as évidemment développée et je dirais que tu l'as répartie avec effectivement beaucoup de personnes, beaucoup de... Donc la prépa mentale est là. Elle est, pour moi, de ce que j'entends de ton témoignage, et c'est ça qui est vraiment très agréable, c'est qu'il n'y a rien de plus fort pour un athlète que de livrer un témoignage. Et il n'y a pas de leçon à donner, c'est juste tu livres un témoignage. Et pour moi, dans le témoignage que je reçois là, c'est effectivement, il y a une prépa mentale évidente, mais qui est associée à ta manière de vivre et qui correspond peut-être pour l'instant à ton histoire. Moi, c'est vrai que j'ai eu besoin d'un événement très marquant pour basculer et aller vers effectivement quelque chose qui m'a ouvert vraiment... pour moi, c'était assez ésotérique, en fait, que la prépa mentale avant d'y arriver, quoi. J'étais un homme blanc qui avait fait une école d'ingénieur. Enfin, il n'y avait rien qui me poussait à aller vers cette introspection qui soit effectivement... Oui, il faut être prêt à ça. Ça peut être mal perçu, y compris dans le monde sportif, même si les choses ont effectivement énormément évolué ces dernières années. En voile, c'était... ça ne se faisait pas. Non, ça ne se faisait pas. Et nos aînés souriaient quand tu parlais de ça, ou on ne se moquait pas. Mais c'est vrai que d'avoir, grâce, encore une fois, j'en parle souvent, mais grâce aux étoiles, m'être confronté à plein d'autres athlètes, on s'apercevait qu'à chaque fois, ça revenait. Et avec des témoignages comme toi, ou avec, au contraire, des gens qui arrivaient avec leur coach. Encore une fois, par contre, je ne voulais pas du coach gourou. On a tous vu les mecs en tennis ou machin qui cherchent le coach dans les gradins. Ça, c'est surtout ce qu'il faut éviter. Et moi, je ne peux pas faire ça. Pour conclure,
le public ici présent, quel conseil vous donneriez, Maxime? On a tous envie de se dépasser à un moment donné, même si on n'est pas sportif de haut niveau. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour se dépasser au quotidien? Un conseil que je pourrais donner, c'est d'aller chercher des choses ou aller piocher certaines énergies quand on est fatigué, quand il y a des choses qui ne vont pas, ou alors ou qu'on a envie de se dépasser, d'aller chercher des énergies où c'est des choses basiques, des choses qu'on adore. Voilà. Tout Parce simplement. que dans la natation, c'est pas évident, c'est très rébarbatif, on fait toujours la même chose. Voilà, je pense qu'il faut aller chercher du plaisir dans même si c'est infime, des petites choses. Voilà, j'ai envie de faire la course avec mon copain. Ou alors complètement différent. Ce soir, j'ai envie de manger un truc vraiment costaud parce que voilà, j'ai envie de me faire plaisir dans de la nourriture. Et en fait, je pense que cette histoire de plaisir, ça parle à tout le monde. Donc voilà. Thomas, pour conclure? Souvent, les gens me demandent mais comment t'es venue cette passion de la voile et tout ça. Je leur dis commencez pas par vous dire je vais suivre ma passion. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà réussi le truc. Ça, c'est de la flûte. Vous commencez pas, vous ne vous levez pas le matin un jour en vous disant je suis passionné. Ça, c'est pas vrai. Ou ça, c'est comme les gens qui vous disent mais comment vous avez fait pour être riche? Ben ouais, non, j'ai pas commencé par être riche. Ou peut-être qu'il y en a, mais par contre, vous avez forcément, ça va revenir à ce que tu dis dans le plaisir ou dans l'émotion, qu'est-ce qui vous émeut le plus? Où est-ce que vous êtes le meilleur dans un truc? Ça peut être... Moi, j'aurais rêvé dans la musique. Mon copain Jacques Gamblin, il me dit, tu aurais dû faire dans l'écriture. Qu'est-ce qui vous émeut le plus et dans quoi vous êtes quand vous faites cette chose-là? Parce qu'il faut agir. C'est l'action, c'est la sœur du rêve. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, vous vous sortiez du confort et vous dire c'est quoi qui m'émeut le plus et là j'agis, j'y vais. Merci. Ce jour-là, vous allez commencer de pousser la boule du Sisyphe et un jour vous serez peut-être passionné par quelque chose. En essayant de faire en sorte qu'elle ne retombe pas. Merci à vous, Thomas Coville. Merci, Maxime Grousset. Merci.